Vous écoutez Arte Radio. Il y en a quand même plusieurs des filles qui disent moi j'aimerais bien lui pardonner, parfois oui, parfois j'y arrive et parfois ça s'en va. Adrienne Rich le dit dans Naître d'une femme. Il y a toujours en nous le cri de la petite fille, alors en anglais c'est wildly unmothered, chez qui reste à l'état sauvage cette sensation d'avoir été privée de mère. Et je trouve que c'est très juste. Et moi, je sens qu'il y a une part, et qui est pas tout le temps, parfois, elle est complètement enfouie, cette part-là. Et à d'autres moments, elle renaît et elle est hyper en colère. Et je suis pas certaine que cette petite fille sauvagement privée de mère à certains endroits est toujours en colère de ça. Je suis pas certaine qu'elle va totalement s'apaiser. Mais peut-être que si. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 67. Tout sur nos mères. Faire avec. Elle m'interroge déjà. J'ai déjà branché le micro. Bah non, mais je voulais la sonnerie. Bonjour quand même. J'ai longtemps hésité, mais pour cette deuxième émission autour des relations mère-fille, j'ai décidé d'aller enregistrer ma maman. Bon, t'es stressée? Oui, je suis stressée. Mais non, mais est-ce que c'est gentil d'accepter? Tu vas pleurer? Non, je vais pas pleurer. Si, t'as envie de pleurer. Ce n'était pas facile. C'est compliqué d'enregistrer ses proches. Mais bon, je vais peut-être pleurer, j'en sais rien, mais en principe, non. Je me suis rendu compte que j'avais parlé vite et beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a évoqué, quoi? Ça évoque... oui, parce que là, c'était quand même beaucoup sur... En lui coupant la parole parfois. Dans l'enfance. Oui. Qu'est-ce qui s'est figé? C'est difficile d'échanger autour de ce qui fait mal. Oui, voilà. Et aussi les mères qui s'en prennent toujours plein la tête aussi. Il y a 5 ans, nous avions déjà eu une conversation importante. Elle s'était excusée pour certains événements. Ça m'avait un peu apaisée. Et puis, grâce à mon travail ici et à la rencontre avec des psychologues féministes, j'ai mieux compris ce que le patriarcat pouvait faire aux relations mère-fille, notamment dans l'enfance. C'est d'ailleurs tout l'objet du premier épisode, Mémoire de fille. Mais au fil des années, notre relation a continué à se tendre, parfois à d'autres endroits. En préparant ces épisodes, je me suis rendu compte que je ne voulais pas que la situation en reste là, qu'il était important que je lui parle une seconde fois. Je crois que des fois, ça m'angoisse de te sentir débordée, angoissée, de souffler parce qu'on a oublié un truc, tu vois. Lui dire que son anxiété et le sentiment de débordement qui l'envahit régulièrement pèsent sur notre relation, m'empêchent d'être en lien avec elle sereinement. Moi, je crois que je l'ai aussi quelque part. Même si je sais et je comprends que tout ça est en grande partie lié au fait qu'elles doivent gérer encore aujourd'hui l'immense majorité des tâches domestiques, tout en restant vigilantes face aux réactions de mon père dans les discussions quotidiennes. Même si je suis en retraite et que je fais un peu ce que je veux, entre guillemets, il y a le reste, la maison, l'organisation des vacances, la bouffe, la cuisine. C'est toi qui fais plus, c'est sûr. Et voilà, et quelquefois ça pèse plus qu'à d'autres moments. Je me suis dit qu'il serait intéressant de vous partager cette conversation pour cet épisode qui interroge les liens mère-fille à l'âge adulte. Je lui suis très reconnaissante d'avoir accepté. Ça aussi, je ressens des fois avec les enfants, enfin mes enfants, ça m'agace parce que comme s'il fallait régler la bouffe avant de se poser 2 minutes avec un livre. Et je sais que c'est pas facile parce que c'est un mode de fonctionnement, mais c'est pour t'expliquer pourquoi des fois moi ça me tend, parce que moi je fais tout pour les accompagner pour qu'il y ait plus de tranquillité. Tu vois, enfin de tranquillité. Du coup, moi dans mon quotidien avec mes enfants, j'ai envie de me départir, en tout cas de passer. Mais moi j'en ai conscience. conscience aussi. Mais oui, et je pense que tu me l'as transmis. Ben voilà. Et je pense que l'avait. tu me l'as transmis, c'est sûr. Nous, on n'employait pas le mot stress.
Mais c'était la tension, et puis on parlait beaucoup de dépression. Oui. Alors, moi, on m'a dit que maman était dépressive. Ah ouais. Et elle n'était pas toujours dépressive. J'ai pas le souvenir d'une femme avachie qui prend des médicaments, qui n'en peut plus. Je n'ai jamais eu maman comme ça. Mais elle a eu quand même des moments de trou. Souvent, ces moments de grosse angoisse dont moi je me souviens, c'est à chaque fois que, par exemple, mon père faisait des trucs qui sortaient un peu de l'ordinaire. Ou alors quand il se fâchait contre mon frère. Il y a aussi une question d'atteinte de la perfection. Elle sentait que, de par sa faiblesse, entre guillemets, elle s'en voulait. Et moi, je ressens un peu ça aussi, moi. Je ne savais pas que ma grand-mère était dépressive. Je n'avais pas pensé à cette question d'atteinte de la perfection qui infuse aussi chez moi parfois. Je crois aussi qu'on est aussi comme ça parce que, tu crois pas aussi, parce qu'il n'y a pas de retour. Papa, s'il me voit pas trop bien, il va me regarder comme ça, il va s'en aller. Il y a un vide et du coup, on continue à ressasser, en fait, quelque part. Même si moi, j'ai l'impression de moins ressasser qu'avant. Du coup, des fois, je sens aussi, ça me stresse, que tu as besoin de parler. Et je me dis, bah oui, moi, pourquoi pas? Et en même temps, je me dis, c'est peut-être pas tout à fait mon endroit. Après cette conversation, je me suis sentie légère. Je me suis dit que nous allions avancer. Pourtant, une semaine après, lorsque nous avons passé un week-end ensemble avec mes enfants, les vieux mécanismes ont repris le dessus. J'ai ressenti les mêmes angoisses auprès d'elle, comme une puissance, une force inexorable dans le corps. C'est aussi ce que Claire expérimente encore aujourd'hui lorsqu'elle passe du temps avec sa mère. Dans le premier épisode, elle racontait sa colère d'adolescente, son agacement vis-à-vis d'elle, parce qu'elle l'a trouvée éteinte, triste, en retrait, pas disponible. Tout en comprenant que l'attitude de sa mère était liée à la façon dont son mari l'a traitée, l'a rabaissée. Un père qui à côté flamboyait, en étant là pour les jeux, les activités exceptionnelles et les dîners une fois par semaine. Le père de Claire est décédé lorsqu'elle avait 20 ans. La relation avec sa mère s'est encore dégradée. La théorie, ça apaise à des endroits, mais pas tout le temps et pas partout. Ça dépend, je pense, de la profondeur des blessures de cette petite fille, de la qualité de la relation actuelle. Claire m'a expliqué qu'aujourd'hui encore, la compréhension du mal-être de sa maman ne suffit pas toujours à améliorer leur lien. Quand elle est, je pense, inquiète et angoissée, elle se pose dans un coin et elle dit rien et elle est engoncée d'elle-même. Et en fait, moi, ça me provoque un truc hyper violent. Je ne supporte pas de voir ça. Là, c'était encore le cas à Noël. Et je fais tout pour ne pas être associée à elle. Je suis un peu brusque, je suis pas très sympa et je me vois être brutale. Une part de moi se dit c'est assez dur ce que tu lui fais subir là. Et en même temps, je l'esquive. Je n'arrive pas à être autrement. Et une autre part de moi se dit, et par exemple, j'ai pas envie d'être autrement. Je suis pas là pour la prendre en charge, pour prendre en charge son mal-être. En même temps, son mal-être, il est là, il est présent. Et ça, c'est compliqué. J'aime pas le contact physique avec elle. Ça me tend. Ceci dit, c'est arrivé qu'on ait des moments géniaux. Le seul problème, c'est qu'ils sont imprévisibles. Une fois, quand j'étais enceinte et j'étais inquiète, j'avais peur que ça vienne manger ma liberté. Mon temps d'écriture, mon temps de travail. Et je lui ai dit parce qu'on se voyait. Et là, elle a été super. Elle m'a dit vraiment exactement ce que j'avais besoin d'entendre, que ça n'allait pas nécessairement bouleverser ma vie, c'était pas obligé d'être toute ma vie, que ça pouvait aussi exister tout à fait à côté de mon travail. C'était génial. Mais plus tard dans ma grossesse, à un moment, j'ai cru que je faisais une fausse couche parce que j'avais des saignements et je la voyais et je lui ai dit ça et elle n'a pas du tout écouté et c'était affreux. Elle m'avait répondu « je suis contente que tu ailles bien » parce qu'elle n'était pas en capacité d'écouter. Mais du coup, cette chose-là fait que je me confie vraiment très rarement. Et par exemple, je me souviens que l'année après la mort de mon père, donc j'ai avorté, je lui ai dit, mais bien après, quand c'était bien fini. Je m'étais dit, je peux pas appeler ma mère parce que sinon elle va trop paniquer. Donc il faut que je trouve d'autres moyens. En fait, ça me serait même pas passé par l'esprit de demander de l'aide ou du réconfort à ma mère. En écoutant Claire, je me suis dit que ce qui était difficile dans ces relations entre mère et fille, comme dans beaucoup de relations entre femmes, c'était la présence des traumatismes. Des traumatismes liés à ce qui a pu être vécu dans l'enfance, mais aussi aux violences masculines. C'est ce que m'a confirmé Juliette Drouard,
Il est thérapeute, spécialiste des questions de domination et auteur du livre « Trauma, en finir avec nos violences ». Le principe des traumatismes, c'est un passé qui ne passe pas, où on a été en danger à un moment donné. Du coup, le corps a tout mis en branle pour essayer de se défendre, fuir, et puis quand ça ne marchait pas, dissocier, et pour ne plus ressentir la douleur ou les émotions qui y sont attenantes. Sauf que tout ça fait aussi que ça perturbe la mémoire autobiographique, et donc ça reste à l'état d'une mémoire brute, ce qu'on appelle aussi la mémoire traumatique, stockée dans le corps. Et tout ça fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé, qui n'est pas classé, et donc qui continue d'être vécu, même sur un plan inconscient. On continue quelque part à se méfier de l'autre, ou à être dans des formes d'hypervigilance dans les relations avec les autres, à réagir du coup de manière disproportionnée quand on se sent attaqué, ou quand ça vient toucher de près ou de loin à ce qu'on a pu vivre. Ces réactions disproportionnées qui parfois sont agressives, ou parfois peuvent être de l'ordre de la fuite, du retrait, de l'abandon, toutes ces réactions-là sont tout à fait propices à des passages à l'acte violents quand on s'en reprend pas. Et évidemment qu'on va plus passer à l'acte avec des personnes qui ont moins de pouvoir que nous. C'est plus facile de taper sur un plus petit que soi, même de manière non réfléchie. En fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire ce qu'on se permet, par exemple, avec des enfants. Parfois, on peut voir quelqu'un qui est complètement inhibé dans sa colère. Je pense par exemple à des femmes, mais qui peuvent, parce qu'il y a une socialisation aussi à pas exprimer sa colère, mais qui peuvent être complètement inhibées dans le conflit avec des personnes adultes et avoir du mal à mettre une limite ou avec leurs enfants. C'est pas le cas. Il y a des personnes qui vont aussi, à des moments, se comporter comme des enfants de 12 ans, avec leurs propres enfants. Des enfants parentalisés, avec une immaturité émotionnelle, ou des fois qui sont, je sais pas, parfois j'ai aussi... Mais moi, je peux pas parler à ma mère parce qu'en fait, quand je lui parle d'un truc, elle s'effondre. On peut pas parler de ses problèmes sans qu'il y ait une telle anxiété qui soit déclenchée ou un tel truc. Et c'est pour ça que moi, la traumatologie m'intéresse particulièrement en tant que, disons, même cadre des maladies mentales en général. C'est de dire, quand il y a maladie mentale, il y a eu des chocs externes. Que ce soit le choc initial, il peut être à 2 générations, mais en fait, de toute façon, on sait déjà qu'il y a des modifications épigénétiques, mais au-delà de ça, c'est que ces chocs, ils ont modifié le relationnel des gens. Les symptômes de traumatisme, ça ne fait pas des gens sympas. Il y a cette confusion parce qu'on a de l'empathie, ce qui est très bien pour les gens qui ont vécu des choses difficiles. Du coup, on va accoler quelque chose plutôt de l'ordre de c'est bien, c'est bon, la personne est gentille, alors qu'en fait, les symptômes sont toujours des choses qui endommagent les liens. Toujours. Comprendre qu'il y a des traumas qui sont passés par là, comprendre le patriarcat, est-ce que c'est suffisant pour renouer avec nos mères, en fait? Je sais pas, c'est pas suffisant. Après, chaque personne est vraiment unique. Mais par contre, c'est sûr que je pense que ça peut être une aide d'essayer de trouver un autre point de vue en soi que cette partie qu'on a, qui a été justement traumatisée par ça. C'est pas tant pour au nom de la mère, c'est que pour la personne elle-même, ça peut être extrêmement dur. Se décaler, ça peut être aussi intéressant en regardant sa mère comme une femme traumatisée, mais ça n'empêche pas la responsabilité. Dans le premier épisode, une autre Claire racontait son enfance difficile auprès de sa mère infirmière, qui élevait seule ses 3 filles dans un contexte de pauvreté. Sa mère était dévalorisante, parfois violente psychologiquement et peu présente pour ses enfants. Claire est donc partie très jeune de la maison pour habiter avec son premier compagnon. Ça va devenir compliqué parce qu'à 15 ans, j'ai mon premier copain. C'est quelqu'un qui est violent. Je suis pas consciente de vivre des violences sexuelles, énormément de violences psychologiques. Il va totalement me détruire, personne ne va le voir. Il y a des fois où on va se séparer, donc je vais revenir chez ma mère, et puis je vais revenir avec lui parce qu'il va revenir me chercher, donc on va se séparer, on va retourner ensemble, on va se séparer, on va retourner ensemble, donc c'est un cycle comme ça. Je suis restée 6 ans avec lui. Et ta maman, elle dit quoi à ça? Moi, s'en fiche, en fait, c'est notre vie. C'est notre vie, et puis elle est très proche de ses gendres. Elle les défend beaucoup, tous. Mes sœurs aussi, elles vont vivre des choses difficiles. Mais ma mère défend toujours ses gendres.
Elle est toujours dans la dévalorisation, mais moi, je dis rien, c'est intégré. Elle va regarder ton physique, par exemple, et elle va dire « Ah, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux Ils sont bizarres. Ah non, mais ça te va bien. Hein. » Ou alors « T'as grossi. » Moi, j'avais pas déconstruit la relation qu'on avait. C'était ma maman, donc j'allais la voir, on s'appelait, alors on s'appelait pas tous les jours. Hein. On avait un lien sans avoir de lien, quoi. Quand j'accouche, elle vient quelques minutes avec ma sœur. Et après, quand je rentre à la maison, elle vient pas me voir. Donc là, je comprends que ma mère n'est pas là. Je commence à prendre conscience qu'il y a un problème. Je me suis surtout dit, je vais être là pour ma fille. En fait, c'est comme si je partais de rien. J'ai pas de modèle. Donc j'ai tout fait selon ce que je ressentais. Je me suis beaucoup écoutée, j'ai beaucoup écouté ma fille. Avec ma fille, j'ai appris ce que c'était que l'amour. Cette chose simple qui fait pas mal. Je pense qu'avec ma fille, j'ai construit un lien d'attachement qui était assez sécure. Mais après, j'ai encore vécu des violences conjugales, des problèmes avec son père, et donc il y a des moments où j'ai beaucoup douté de ma maternité et du fait que j'étais une bonne mère, et il a réussi à me faire croire que j'étais une mauvaise mère. En sortant des violences conjugales que j'ai vécues avec le père de ma fille, j'étais en thérapie. J'ai déconstruit ce que c'était que l'emprise, la violence, et pourquoi j'en étais encore victime une deuxième fois dans ma vie. Quand tu grandis avec des parents violents, négligents, maltraitants, tu associes l'amour à la violence, à la négligence, à la dévalorisation, à ce avec quoi tu as grandi en fait. C'est le lien d'attachement qu'on nous a appris, c'est l'amour qui est comme ça. Trouver quelqu'un comme ça, c'est rassurant, et donc on accepte, et on ne le voit pas que c'est pas normal, puisqu'on ne sait pas vivre un autre amour, on l'a jamais vécu. Et donc moi, les liens d'attachement, ils ont continué sur le même modèle. Là, je suis en train de déconstruire, en fait, toute la domination que j'ai subie depuis mon enfance, qu'elle soit masculine ou adulte. Je commence à me réveiller, en fait. Maman, je m'essouffle du ciel jaune des paroles contrariées, du ciel brouillard des paroles nouées, des paroles en cadavre d'étoiles saupoudrées par-dessus mon berceau invisible. J'étais silence en héritage, maman, et les pluies dans ton cœur arrosent mes nuits solitaires depuis l'enfance. La tienne d'abord, que je deviens, la mienne ensuite, que je vomis. Le ciel jaune des paroles orageuses se dessine sous la chair épaisse des nuages dans ton cœur, maman. Le grondement de mes hivers que tu n'as pas su protéger. Myriam El-Kamar, La vie soignée. Au départ, c'est mon père que j'ai dû... ma souffrance, elle venait de lui. Au contraire, ma mère, c'était la sauveuse. Mais une fois que j'ai déconstruit ça avec mon père et que j'ai pu aussi, pareil, me détacher et ne rien attendre de lui, il a fallu passer par ma mère. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'est elle qui a fait ça. D'un seul coup, j'en ai voulu à ma mère. Je ne savais pas quelle relation avoir avec ma mère. Et j'ai eu besoin de lui en parler pour savoir ce qu'elle en pensait. Et aussi parce que j'avais l'espoir qu'elle voie les choses, qu'elle me dise « tu as raison, je m'excuse ». Moi, je suis une adulte aujourd'hui, j'ai pas besoin de maman. Mais mon enfant intérieur, il est très important parce que c'est ce qui fait nos émotions, c'est ce qui fait nos blessures, nos souffrances. Et donc, cet enfant, il attendait toujours une maman. Et donc, j'ai essayé de discuter avec elle pour avoir cette maman. Je lui ai dit que ça avait été difficile, que des fois, elle a des propos qui sont dévalorisants, qu'elle n'est pas toujours gentille avec nous. J'ai essayé de parler avec elle, mais j'ai compris que c'était pas la peine. Elle me répond toujours qu'elle aussi, elle a vécu des choses difficiles. Et ma mère, elle est née en 1955, hors mariage. Ma grand-mère a été mise à la porte par son père, enceinte. Et donc, elle s'est retrouvée dans un foyer pour jeunes femmes enceintes. Donc, elle s'est retrouvée seule, exclue de sa famille avec l'enfant, qui est ma mère. On l'appelait la bâtarde, ma mère. Mais du coup, ça a été très compliqué. Sa mère était pas très gentille. Et donc, je lui dis oui, mais c'est pas une excuse. Moi aussi, j'ai vécu des choses difficiles. Et avec ma fille, j'essaye quand même de faire les choses différemment. Mais elle m'a dit oui, elle m'a dit qu'elle avait eu le courage de pardonner à sa mère. Donc je dois lui pardonner. Il y a une certaine reconnaissance.
Mais elle va pas dire oui, j'aurais dû faire autrement. Elle va dire oui, pas forcément fait les choses bien, mais aussi c'est normal. Donc elle va pas se remettre en question en disant oui, t'as raison, je suis désolée, on va essayer de reconstruire ensemble. Ça n'est jamais venu. Et ça ne viendra sûrement jamais. Il y a des causes qui ne sont pas forcément du fait de ma mère, mais elle était adulte. Donc ça n'excuse pas tout ce qu'elle a fait. Je ne peux pas en arriver à me dire c'est pas de sa faute. Elle avait une responsabilité qu'elle n'a pas tenue. Donc après, il y a elle, il y a aussi la responsabilité de la société. À cette époque-là aussi, on n'était pas du tout dans les réflexions sur la question des enfants, les violences ordinaires. Oui, mais aujourd'hui, moi, j'ai discuté avec elle. J'aurais pu me dire, c'est pas de sa faute, elle a vécu des choses, si aujourd'hui elle était capable de se remettre en question. Mais elle n'est pas capable. Nous, on est une génération où on prend nos responsabilités, on travaille sur nous. Mais nous aussi, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Pourtant, aujourd'hui, on est capable d'avancer, d'avoir le courage d'aller chercher, de se remettre en question. Et pourquoi eux, ils le font pas ? Enfin, moi, mes parents, ils sont à la retraite, ils ont du temps. Ils pourraient se soigner, réfléchir, déconstruire, se soigner avec nous. Enfin, il y a des thérapies familiales. Ils pourraient aussi essayer de lutter pour que ça ne se reproduise pas. Ils font leur choix. Moi, j'ai fait le mien. Ça m'énerve, le pardon. Parce qu'aujourd'hui, c'est une injonction. Et aussi parce que ma mère est catholique. Et donc le pardon, dans la religion catholique, c'est une valeur. Il faut pardonner. Sauf que, pour moi, c'est pas quelque chose qui se donne comme ça. Le pardon, c'est un parcours de réparation d'abord pour soi-même. Mais toi, quand t'as été victime, t'as pas à pardonner, en fait. Par contre, j'accepte ce qu'il s'est passé dans ma vie. Je pourrais pas le changer. Et du coup, aujourd'hui, j'accepte que ma mère soit comme ça. Et j'accepte ce qui s'est passé. C'est ça, pour moi, le pardon envers l'autre. C'est un terme qui est chargé religieusement et qui porte cette idée qu'en fait, le pardon, c'est l'acte moral par excellence. On entend une injonction au pardon. Dans le livre qu'elle vient de publier, Pardonner à nos mères, Claire Richard interroge aussi cette notion de pardon. Il y en a quand même plusieurs des filles qui disent moi j'aimerais bien lui pardonner, parfois oui, parfois j'y arrive et parfois ça s'en va. Sur celles qui ont rompu les liens avec leur mère, ce qui revient très clairement, c'est le fait de ne pas demander pardon. On ne pardonne pas à quelqu'un qui n'a pas demandé pardon, c'est impossible. Si la mère a dit pardon, j'ai l'impression qu'il y a des récits où les filles disent du coup, j'ai pu pardonner parce qu'elle a reconnu. Et si t'arrives dans un entre-deux, mais que cet entre-deux il est habitable et qu'en fait de toute façon il te convient, soit parce que t'as pas le choix de faire autrement, soit parce qu'en fait ça te va, ça a tout à fait droit de citer comme forme de relation. C'est un peu comme dans beaucoup de cas de violence, c'est attendre la reconnaissance de l'autre. En tout cas, pour se guérir soi, c'est jamais une bonne chose de miser dessus parce que le déni a des capacités vraiment infinies. Enfin, encore une fois, le déni, ça protège la personne elle-même de ne pas retraverser à la fois les épisodes violents que la personne a elle-même vécu, plus le fait de prendre conscience qu'elle-même a reproduit des choses. Vaut mieux pas conditionner en tout cas sa guérison à ça. Et il y a le fait aussi du coup de s'outiller dans le sens, ok, on comprend, c'est pas ésotérique. On comprend ce qui se passe dans le corps. Le corps, il reste en mode grand danger alors qu'il n'y a pas de danger, ou il reste avec des émotions qui ont été vécues à ce moment-là. Du coup, on comprend pourquoi on réagit comme ça dans le présent. Ça permet de se comprendre, de connaître, de savoir ce qui n'est pas lié à leur personnalité mais à leur traumatisme, et d'avoir des outils. Ok, là j'ai réagi comme ça, je comprends que c'est pas du fait de l'autre, c'est moi qui ai une réaction disproportionnée. Qu'est-ce que c'est venu toucher chez moi ? C'est parce que je me suis dit, elle a fait ça, c'est abusé. En fait, ça m'a renvoyé à mon habit, donc du coup, j'ai explosé. Mais en fait, c'était pas si grave que ça. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois ? On peut pas lâcher sur l'éthique de la responsabilité à se reprendre de ça. Même si, et c'est ça qui est injuste, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont beaucoup plus favorisées, qui ont plus d'argent, qui ont plus de temps, qui ont plus de capital social pour se reprendre de ça. Mais néanmoins, éthiquement, on ne peut pas lâcher là-dessus. Moi, le tournant, mais pour le coup, qui est là très réel, ça a été le fait de la voir grand-mère. Sur le papier, en théorie, j'aurais dit c'est plus le féminisme que la maternité qui va me rapprocher de ma mère.
Le fait de la voir grand-mère et de voir comment elle s'occupe de mon fils. Il est hyper content de la voir, elle fait plein de trucs avec lui. Peut-être ça me rappelle aussi qu'elle l'emmène beaucoup au musée. En fait, elle l'a fait beaucoup avec nous aussi. Elle l'emmène au spectacle et elle est hyper patiente. Enfin, il peut lui faire des bricolages pendant des heures. Et parfois, j'arrive. En fait, surtout, c'est de sentir, d'entendre qu'ils ont leur petit truc à eux, qui est très fluide. Quand je l'entends lui parler, je trouve aussi qu'elle est très juste, à la fois de l'encadrer, en même temps d'être tout à fait présente avec lui. Et donc, comme moi, justement, un des gros reproches, c'est la sensation qu'elle n'est pas présente. Et que si elle est comme ça avec mon fils, elle l'a probablement été aussi avec nous. Et que même en admettant qu'elle n'ait pas été avec nous, c'était quand même une potentialité qu'elle avait, puisque maintenant elle la déploie. Et ça a vachement apaisé plein de trucs, je pense. Et l'autre chose aussi, en fait, c'est ça, c'est que on n'habite pas très très loin. Et en fait, elle nous aide beaucoup. Je peux vraiment compter sur elle. Et ça, c'est hyper important. Je pense que j'ai dû le vivre à un moment comme une forme de rétribution. Tu me dois bien ça. Mais ça répare pour de vrai. Elle a vu aussi des psys, elle a été bien accompagnée, et donc aussi les variations d'humeur qui rendaient la relation très difficile par moments, et qui amplifiaient cette question de moi je l'aide, du coup elle est faible, mais je dois le faire, mais je la déteste de me mettre dans la position de le faire, etc. Ce truc qui était quand même atroce, ça c'est fini. On a aussi parlé, alors ça c'est quelque chose qui s'est fait quand même pas mal au long cours sur mon père lui manquait pas et que si c'était à refaire, elle le ferait pas. Aujourd'hui, elle le dit, que sa mort l'a libérée elle aussi. Elle fait aussi beaucoup de choses qu'elle faisait pas du tout avant. Elle fait des voyages, elle fait de la rando, elle part avec des assos, elle part toute seule dans des groupes dont elle ne connaît pas les gens. Elle met beaucoup plus de couleurs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus joyeux qu'avant. J'aime bien quand on déjeune, où on a des conversations hyper chouettes et hyper justes, et où je me dis, waouh, mais en fait, ça peut être trop bien, effectivement, le lien mère-fille, waouh. Une forme de qualité d'écoute de l'une et l'autre. Est-ce que sur le temps de maintenant et le temps à venir, on produit une relation qui est différente et qui finira par prendre plus de place que les mauvais souvenirs? Parce que je suis devenue une femme qui savait qu'elle était une femme, c'est-à-dire parce que je suis devenue féministe, j'ai commencé à parler avec des femmes pour la première fois de mon existence. Et une des femmes avec lesquelles j'ai commencé à parler fut ma mère. Je suis venue à elle non plus pour m'apitoyer sur la pauvreté de son intellect, mais étonnée de la valeur de son intelligence. Je suis venue à elle non plus convaincue de sa stupidité et de son insignifiance, mais stupéfaite de la valeur de sa force. Je suis venue à elle sans plus de honte de ce qui lui manquait, mais extrêmement fière de ce qu'elle avait accompli. J'en suis venue à reconnaître en effet que ma mère était fière, forte et sincère. Et parce que je me suis adressée à elle d'une façon nouvelle, elle est venue à ma rencontre. Et maintenant, quelles que soient nos difficultés, elle est ma mère et je suis sa fille et nous sommes sœurs. Andrea Dworkin, Notre sang. Moi, j'ai commencé à me rebeller face à ma mère quand ma fille était là. J'ai commencé à stopper la dévalorisation, à la ne pas accepter. Je suis passée par la phase en fait, ce que tu me dis me blesse. Après, je suis passée par non, je n'accepte pas que tu me dises ça. Par la phase j'ignore et je m'en vais à l'autre bout de la pièce. Et un jour, je suis même passée par la phase où j'arrive, elle me dit bonjour, dévalorisation, je la regarde, je dis je m'en vais. Et je suis partie. Elle criait. Enfin, c'est moi qui étais complètement folle. Hein. Mais tu vas pas partir, non mais c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, elle était dans tous ses états. C'était moi qui avais un problème. Et puis je prenais tout mal. Et puis ça allait pas. Et puis après, je lui ai plus parlé aussi pendant plusieurs mois. Je l'appelais plus. Et c'est cette mise à distance qui a fait aujourd'hui, pour l'instant, elle a arrêté de me dévaloriser. Et ma fille, elle a grandi en voyant cette relation. Et en plus, moi, ma fille, je lui ai donné le droit de dire quand ça va pas. Parce que ma mère, ce qu'elle fait avec moi, elle va le faire avec ma fille. Elle va dire arrête de manger comme un cochon, un truc comme ça, ou alors tu manges trop. Sauf que ma fille, elle va dire non.
tout de suite. Ma fille me défend aussi des fois. On va dire tu parles pas comme ça, maman. Des fois, ma fille, elle est un peu virulente. Elle cache pas ses mots. Moi, j'ai même dû lui dire t'as le droit de dire que tu n'es pas d'accord. Par contre, il faut rester respectueuse. De temps en temps, ma fille, elle veut y aller parce que ma nièce y va. Mais bon, une fois, j'ai dû aller chercher ma fille avant la fin des vacances parce qu'elle ne voulait plus rester là-bas. Elle lui avait crié dessus, elle lui avait dit des choses pas gentilles. Ma fille m'a appelée, m'a dit « Maman, viens me chercher ». Et en fait, quand elle était au téléphone avec moi, j'ai entendu ma mère rentrer dans la pièce et leur hurler dessus. Et donc là, j'ai dit « Mon sang n'a fait qu'un tour ». J'ai dit « J'arrive !» Et là, quand moi j'ai été la chercher, elle était en panique, je pense, parce que elle déjà s'y attendait pas. Et je lui ai dit écoute, très calmement, c'est pas grave, ma fille là ne se sent pas bien, elle a besoin de rentrer à la maison. J'écoute ses besoins et tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et je l'ai pris dans mes bras. Vraiment, ça c'était un truc de fou parce qu'il n'y a pas de contact physique avec ma mère. Et je lui ai dit t'inquiète pas, ça va aller. Notre relation, en fait, elle me touche plus. Je suis totalement détachée, mais ça reste ma mère. J'ai toujours un amour pour elle. J'ai pas envie de l'ignorer, en fait. Je prends ce que j'ai besoin. Donc, moi, j'aime bien les moments en famille, même si des fois c'est complexe. Il y a ma sœur, mes neveux, mon frère, ma nièce, ma fille. Enfin, il y a quand même des moments en famille qui sont agréables malgré tout. Après ça, dans ma famille, ils sont habitués maintenant. Qu'avec les enfants, il faut faire attention à ce qu'ils disent. Parce que je suis là. Généralement, quand je la reprends, elle va me dire « Oh, mais ça va, on peut plus rien dire ». Je pense que ça parle aux féministes, mais ça parle aussi aux enfantistes. Là où j'ai pas fait comme ma mère, c'est que je communique énormément avec ma fille. Je l'écoute, elle m'écoute, on échange, elle a le droit d'avoir un avis, et je fais attention à la valoriser. Parce que ça, j'ai pas l'habitude. Des fois, il faut que je réfléchisse à lui faire des compliments et me dire « Est-ce que j'en fais assez ?» Et puis en même temps, il ne faut pas trop en faire. Après, c'est très complexe. On dit souvent, on fait ce qu'on peut. Et en même temps, je pense que c'est important de dire, oui, on fait ce qu'on peut, mais on peut toujours faire mieux. Je pense aussi que ma fille a ressenti mon stress au moment où je vivais des violences. Ça, je m'en suis voulu, en fait, de ne pas l'avoir assez protégée à temps. J'aurais dû ne pas accepter la violence. J'aurais dû réagir plus vite. Je ne pouvais pas parce que voilà, mon passé, l'emprise fait que j'étais pas consciente, que j'étais dans la dissociation, mais j'aurais dû faire autrement. Et en même temps, j'ai dit à ma fille, alors qu'elle a 12 ans, que j'avais fait des erreurs, que j'en étais désolée, qu'elle n'était pas responsable et que c'est moi qui étais responsable de ça. Des fois, je lui dis est-ce que ça va avec moi ? Je pose la question à ma fille. Est-ce que je réponds à tes besoins ? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves que je fais pas bien ? Des fois, elle va me dire on fait pas assez de choses ensemble, t'es toujours occupée, ou alors des fois elle me dit il faut que tu poses ton téléphone. Et des fois on fait des deals. Je dis oui, c'est vrai, t'as raison. Je vais faire plus attention à poser mon téléphone. Et toi, tu vas un peu plus ranger ta chambre parce que c'est pas possible au bout d'un moment. Et donc elle me dit ok. Claire Bourdi m'a raconté que suite à son histoire, bien qu'elle soit féministe, elle ne pouvait pas se sentir proche de sa mère en tant que femme. La base de son combat est avant tout la lutte contre les violences faites aux enfants. Dans son livre Enfantisme, elle explique que rien ne changera, y compris les violences masculines, si on ne s'attaque pas à toutes les formes de domination et de violence faites aux enfants, qu'elles soient physiques, psychologiques ou appelées par certains éducatives ordinaires. Nous avons toutes et tous été des enfants. Nous avons toutes et tous subi des violences adultistes, à l'école ou dans la famille. Comment lutter contre la violence et la domination, alors même que nous nous construisons en la subissant ? Pour la psychologue féministe Annie Ferrand, il est important que la question de la domination adulte soit articulée à celle du genre, notamment dans la famille. Parce que la violence exercée par les pères reste majoritaire et n'a pas les mêmes racines que celle exercée par les mères. Une des premières origines de la violence des mères contre les filles, c'est le sexisme. Sexisme intériorisé contre elles, sexisme contre la fille, sexisme
qui va de la chosification au mansplaining sur les vêtements. Oui, la maman ou les femmes ayant fonction maternelle qui vont se permettre d'arranger les cheveux de leur fille quand elle a 6, 7 ans, 8 ans, 15 ans, y compris en public. Et il est très important de l'identifier parce que c'est une part très importante des formes de micro-violence du quotidien quand on ne supporte plus en fait la proximité domestique. Une fois qu'on a posé le diagnostic réel sur les formes d'enjeux des violences identifiées, il faut qu'on sache, si elles sont systémiques, ça veut dire qu'elles sont organisées en système, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient intentionnelles. Par exemple, le sexisme de la maman, il est systémique, mais il n'est pas intentionnel. Ensuite, si elles sont stratégiques, ça nous permet de répondre à la question de qu'ai-je souffert à l'enfance et donc comment je vais qualifier l'ensemble des faits, comprendre l'ensemble des mécanismes, donc comment ne pas se faire attraper par une rage et une haine écran contre la mère et trouver derrière l'arbre maternel la forêt paternelle, beau paternel, oncle, etc. Parce que là, on est rentré dans une autre identification qui est celle de la stratégie de l'agresseur. Et cet agresseur avait instrumentalisé la mère, comme il a instrumentalisé aussi l'enfant contre la mère, etc., etc. On peut mettre en place ce qu'on va tout simplement appeler une protection de soi. Donc il faut identifier si, dans les formes de violence dont se souvient l'adulte, il y avait une stratégie et une intention. Cela nous ouvre le champ de que fait-on avec cela et quel type de lien rétablissons-nous avec notre mère s'il a été rompu. Continuons-nous avec notre mère s'il existe ou rompons-nous? Par exemple, si la violence était intentionnelle et stratégique, y compris si c'est dans la situation de trauma transgénérationnel, le travail du côté de la mère serait tellement intense à faire. Certaines mères le font, mais il est tellement intense que dans un premier temps, il vaut mieux par principe de précaution s'éloigner. Une fois que la mère fait ce travail d'analyse des raisons qui l'ont amenée à, et qu'elle prend de la distance par rapport à ces raisons, mais c'est-à-dire rentre dans un processus pas seulement de responsabilisation, mais également de culpabilité, et qu'elle arrive à sortir de cette culpabilité pour qu'elle ne soit pas paralysante, mais qu'elle soit génératrice de lucidité et génératrice de bonnes pratiques. Dans ces cas-là, rentre dans un processus de réparation, non pas dans le registre de j'efface mes fautes, mais dans le registre de j'apprends de mes fautes et plus jamais cela. On peut commencer à tendre des perches si on le souhaite. Et si je pense qu'il y a un risque, je m'éloigne. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je suis la seule personne à pouvoir me protéger. Dans le premier épisode et dans son livre La Familia Grande, Camille Kouchner raconte à quel point elle a aimé sa mère et la façon dont celle-ci l'a accompagnée. Pour moi, la bascule pour ma mère, c'est le suicide de sa mère. Elle est dans toute sa tendresse pour nous, tout ce qu'elle peut. Elle essaye de tout suivre, nos bacs, nos études, nos amours ou pas, nos trucs, bon bref. Mais tu sens qu'elle tient qu'à un fil, quoi. Elle a un voile de tristesse terrible dans les yeux, et plus jamais il s'en va. Elle est ravagée par la peine, quoi, parce qu'elles étaient ensemble vraiment tout le temps. Elle vivait à 2 rues, quoi, comme sa sœur vivait à 2 rues. Enfin, elles étaient, on se voyait tous les week-ends, toutes les vacances, 1 ou 2 fois par semaine en plus. Moi, j'ai l'impression d'avoir été élevée par 3 femmes. Je sais que ma grand-mère était dans la tête de ma mère tout le temps. Je pense qu'à la fois, elle admirait qu'elle décide que c'était fini. Ma grand-mère n'avait pas envie de vieillir. En tout cas, c'est le narratif familial, bon. Mais qu'elle puisse leur faire ça. Moi-même, je me suis demandé comment ma grand-mère pouvait me faire ça. Tout en respectant son geste. C'est dur, quoi. Pour moi, la rupture, c'est ça. C'est que ma mère devient complètement dissociée. En fait, elle n'est plus là. Et je mets du temps avant de... Même, je crois que j'arrive jamais à la retrouver, vraiment. Je pense que c'est pas pour rien que ça arrive à ce moment-là, que l'inceste arrive juste après le suicide de ma grand-mère. C'est que ma mère est dans un état où elle est inatteignable, en fait. Elle était en miettes quand tout ça est arrivé et incapable de voir. Dans La Familia Grande, Camille Kouchner dévoile l'inceste commis par son beau-père sur son frère. Inceste dont elle était au courant.
Elle raconte comment elle a été contrainte de garder elle aussi le silence pendant des années, jusqu'à ce qu'elle décide d'en parler à sa mère. Moi, je déteste quand on dit quand même votre mère et tout, elle a rien fait. Je dis, ah, mais c'est pas ma mère le problème. C'est fascinant, quoi. Enfin, c'est toujours la faute des femmes, en fait, toujours. On oublie que les mères, dans ces cas-là, sont silenciées aussi. Dans le sens où elles sont femmes, elles subissent la domination, elles sont aussi dans une emprise. C'est pas que tu ne peux pas parler, c'est que tu ne vois pas. Ça t'empêche de voir. Et par ailleurs, mais qu'aurait-elle pu faire ? Et d'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui avec la question des mères protectrices. Je veux dire, elles sont très très rares, celles qui agissent quand on leur révèle l'inceste. Et quand elles agissent, elles se prennent une horreur d'empêchement judiciaire ou de poursuite judiciaire. On leur arrache leurs enfants. Enfin bon. Alors imaginez, il y a 30 ou 40 ans, quoi. J'aurais préféré qu'elles prennent conscience, j'aurais préféré qu'elles nous protègent, j'aurais préféré... Bien sûr, mais par ailleurs, elle avait 1 milliard d'autres combats à mener que d'autres gars n'ont pas, quoi. Après, il y a le dialogue qu'elle aurait pu avoir avec nous, ce qui est autre chose. On en parle à ma demande au moment de la naissance de mon fils. Et où je dis, là, c'est plus possible. La naissance de mon fils, ça veut dire que j'éloigne tous les mauvais démons, là. Elle a réagi contre nous, c'est-à-dire en disant, pourquoi vous me dites ça maintenant ? Vous me pourrissez la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je suis foutue, je suis coincée. Et puis, c'était il y a longtemps. Voilà, elle estime que c'est quelque chose qu'on lui fait subir à elle, quoi. Qu'est-ce qui, pour toi, aurait été un endroit plus juste ? Qu'elle s'en aille, quoi. Donc elle a réagi comme ça, et donc moi je lui ai dit, écoute, si c'est ça, voilà, on s'arrête là. On s'aime, mais on va plus pouvoir se voir. Jusqu'à son décès, ouais. Donc ça a duré, je dirais, plus de 5 ans, quoi. C'est là où on dirait l'inverse de tout ce que j'ai raconté, parce qu'elle a été la meilleure mère de la Terre, et en même temps, elle nous a fait le pire. J'aurais aimé qu'elle nous fasse confiance et qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour partir. Et en même temps, aujourd'hui, je comprends, je sais à quel point ça aurait été difficile pour elle. C'est toujours ce truc de comprendre et de justifier. C'est pas la même chose. Moi, je peux comprendre le parcours de ma mère vraiment 1000 fois. Je comprends 10 fois mieux que celui de mon père. En revanche, ça ne justifie pas. Elle aurait pu se barrer quand même. Mais, en ce qui me concerne moi, et j'en suis persuadée, c'est ma mère qui m'a permis de voir. Peut-être elle n'était pas dans un schéma qui lui aurait permis de voir. En revanche, elle a fait des petits, quoi, qui ont fait que moi j'écris. À la fin, j'écris. Elle tenait mon stylo, ma mère. Elle n'a pas été capable, mais elle m'a élevée pour que je le sois. Elle nous a donné les armes pour nous en sortir. Et je lui suis extrêmement reconnaissante et je voudrais avoir aucune autre mère qu'elle, quoi. Comme Camille Kouchner, j'ai vécu des choses difficiles pendant mon adolescence avec ma mère, mais c'est aussi grâce à elle que je peux aujourd'hui parler. Grâce à la force, l'énergie et la confiance dans le dialogue qu'elle m'a transmise. Je me suis aussi posé la question, du coup, dans toutes mes réflexions depuis tout ce temps-là, comme il y a eu la période... non, non, c'est pas du tout ce que je pense. C'est pas du tout une déviance, parce que je sais ça, je l'ai toujours dit, moi, rencontrer quelqu'un d'autre, je t'ai toujours dit que... À partir de mes 17 ans, ma mère a développé une relation amoureuse avec un autre homme que mon père. Je comprends, t'as vécu ta vie en tant que femme, t'en as bien le droit, et t'as vécu ta liberté comme t'avais envie. Que je n'ai pas vécu avant. Je trouve ça bien que même, enfin, je trouve ça, t'as vécu, en tant que féministe, je peux pas dire, elle est partie, voilà. Par contre, ta libération au détriment des enfants. Ça ne m'a jamais vraiment choquée en soi. J'étais jeune, mais je ne comprenais déjà pas vraiment pourquoi nous n'avions pas le droit de vivre nos désirs jusqu'au bout. Ça me semblait être une restriction de liberté. Aujourd'hui encore, je comprends que ma mère ait eu envie de vivre cette relation. Je ne lui en veux pas. Je suis passée de l'état d'adolescente à, une vie de femme mariée. Ça m'a manqué ensuite. Il y a eu toute une période de vie un peu émancipée que je n'ai pas vécue. Le problème, c'est que ma mère nous a imposé cet amant et sa femme dans la famille. Et je suis d'accord que j'ai mal fait. À nos anniversaires, nos fêtes, nos vacances.
Par exemple, en tant qu'enfant, voir les pieds sous la table, les messages envoyés, tu vois, il y a un endroit qui est pas juste. On n'a pas à être Je crois que dans spectateur de la vie intime de nos parents. Oui, mais ça, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience Sur le à moment. ce moment-là. Ça s'est fait de manière plus ou moins en accord avec mon père. Je n'ai jamais vraiment compris. Ils ne nous ont jamais vraiment expliqué les choses. Tu vois, je me dis, par exemple, ça pourrait pu être, c'est bizarre comme situation, mais là, on s'est mis d'accord, nous, en tant qu'adultes. Ça nous va à tout le monde. On n'a pas... Ben non, mais parce que je pense... On n'a pas les pas les cadres outils. et les outils. Voilà, on vient d'une autre époque quand même. Oui. Oui. Donc on est quand même un peu formaté. Et moi, c'est ça aussi qui a été lourd et difficile et douloureux et triste et pas normal parce que là-dessus, j'ai cassé les codes quand même. Hein. J'ai enfreint. Si on veut pas être négatif, on dit pas enfreint, mais c'est un peu ça. J'ai quand même traversé le mur, mais j'ai pas su ramasser les briques, quoi. J'en ai plusieurs fois parlé à ma mère, à mes parents. Plusieurs fois dit que ça ne me convenait pas. Ils ne m'ont pas écoutée. Ils n'ont pas respecté et pris en considération ma parole, mes souffrances et mes besoins d'enfant. Il nous a pris notre maman. Désolée, c'est un peu lourd tout ce que je dis, mais c'est ce dont je me rends compte, moi aussi. Aujourd'hui, pour moi, cette histoire est apaisée. Moi, quelquefois, évidemment que j'ai de la culpabilité là-dessus. J'ai travaillé dessus, mais je me dis que pour alléger et me rassurer, j'ai réussi à pas tout dégrader. Et ce qu'il en reste, je pense, ce sont nos désaccords parfois avec maman sur la façon d'accompagner les enfants, notamment les miens. Merci maman. Pourtant, elle m'écoute, elle se renseigne, elle réfléchit, et j'aime aussi ce qu'elle leur apporte, qui me rappelle tout ce qu'elle m'a apporté. J'ai confiance. Joëlle Samby a elle aussi beaucoup dialogué avec sa mère. Dans le premier épisode, elle raconte que petite, elle l'adorait et l'admirait. Puis adolescente, elle pouvait la trouver parfois trop dure. Elle lui reprochait surtout de l'empêcher de voir son père. Elle a ensuite compris que celui-ci avait vite laissé tomber et n'avait pas fait grand-chose pour la retrouver lorsqu'elle habitait avec sa mère à Kinshasa au Congo. Puis, à 20 ans, Joëlle repart à Bruxelles où elle est née, pour les études, puis le travail. Sa mère vient la voir une seule fois, elle n'aura plus jamais de visa ensuite. C'est Joëlle qui lui rend visite régulièrement à Kinshasa. Leur relation se développe alors majoritairement au téléphone. Quand on s'appelle, elle est très attentionnée, très attentive, elle pose des questions, elle est préoccupée au départ de trouver du travail, elle retient les noms des amis ou mes amoureuses, mais du coup, c'est jamais dit que je suis lesbienne, enfin, elle le sait. Elle a rencontré Caro, et du coup, elle va demander, tu vois, comment va, tu vois, et puis moi, je fais, Caro? Et puis elle fait, oui, Caroline, comment va Caroline? Je vais, elle va bien. Ah, c'est très bien. Tu lui dis bonjour alors de ma part. Voilà, c'est toujours comme ça. Mais très pudique. Ma mère, c'était loin d'être une femme parfaite. Mais en fait, en même temps, la perfection, c'est très chiant. Mais je crois qu'il y avait cette chose-là, l'importance du lien et du lien sincère, quoi. Elle est toujours hyper attentive et hyper fière, quoi. Ce truc-là n'a jamais disparu de son regard, quoi. La distance nous rapproche d'autant plus, quoi. Quand j'allais à Kin, j'arrivais et elle me prenait dans les bras comme ça. Et alors, il y a ce truc qu'on fait chez moi, c'est qu'on t'appelle par tous tes noms. Elle disait, bah, moi, Kadima, Tibaluba, Lucha, Kuluka. Donc, elle disait comme ça tous mes noms en disant, ah, Nzeba, la fille de Kadima, qui lui-même est le fils de... Et donc, elle cite comme ça toute ta filiation, comme ça, et que quand tu arrives, tu es le fruit de toute cette filiation-là et qu'elle est contente de te voir. Enfin, c'est hyper doux, quoi. Je sais pas le... Et donc, elle faisait ça à chaque fois. Elle s'asseyait toujours sous le manguier, là. Elle s'asseyait sous le manguier. On sortait les albums photos. On n'avait pas forcément de conversation à bâton rompu ou c'était être ensemble. Parfois, on pouvait être juste assises l'une à côté de l'autre sans parler. Moi, je lis. Elle écoute la radio ou elle fait sa prière et son chapelet, là.
Et puis parfois, tu l'accompagnes faire des courses. Enfin, c'est... Et puis parfois, elle te raconte telle histoire quand elle était jeune, ou tu lui fais raconter une 60e fois la même comptine qu'elle t'a déjà racontée et chantée plein de fois. Enfin, voilà. Et puis au moment de partir, on s'asseyait comme ça, et alors elle mettait sa main sur mon poignet, et puis elle me disait pourquoi tu pleures? Parce que moi, je pleurais à chaudes larmes. Tu pars et tu dis, tu sais pas quand est-ce que tu vas la revoir. Et elle me dit, voilà, continue d'avancer, de prier, même si je suis plus là. Tu sais que je t'aime très fort. À ce moment-là, on est plus proches que jamais, aussi parce que je crois que nos rôles s'inversent quelque part. La vie devient de plus en plus difficile. Elle a de moins en moins de force aussi, moins en moins d'opportunités, de possibilités de... Moi, je commence à bosser, je peux lui venir en aide. Et c'est ça aussi, c'est que je rentre et je vois les cheveux blancs de ma mère. Ma mère est décédée le 10 janvier 2024. Elle avait quel âge quand elle est décédée? 70 ans. Je l'ai vue la dernière fois à l'hôpital, quoi. Quand je suis partie, je sais qu'elle pleurait. Et je lui disais de ne pas pleurer et que c'était OK, qu'elle avait élevé 4 enfants, qui étaient tous les 4 merveilleux. Qu'en fait, qu'elle avait bien fait. Qu'elle a fait le taf, quoi, comme elle pouvait le faire. Et qu'en fait, si elle était fatiguée, il fallait partir. Les choses se sont arrêtées quand ma mère est morte, quoi. Il a fallu qu'elle décède pour que je comprenne à quel point je n'avais qu'une mère. C'est terrible parce que j'ai vraiment une très grande famille et d'amis qui constituent ma famille. Mais ma mère, elle a été un peu comme ce parapluie, comme cette protection, comme ça. Cette sensation de, quel que soit ce qui m'arrive, elle ne m'aurait jamais, 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 jamais abandonnée. C'est la fin d'un monde, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est un bout de cœur qui est parti. Elle me manque énormément. C'est trop dur. De la prendre dans mes bras, ça me manque. Très vite, j'ai commencé à écrire. Dans un premier temps, c'était comme une sorte d'exutoire et petit à petit, il y avait la nécessité de politiser cet endroit-là. J'avais pas envie que ce ne soit que du ressenti, à savoir celui d'une femme noire, qui est fille d'une femme elle-même noire, qui est née en 54, 6 ans avant l'indépendance du Congo, et qui donc aurait dû avoir la nationalité belge, et donc, ce faisant, aurait pu avoir un visa pour venir se faire soigner, un visa qui lui a été refusé un nombre de fois incalculable. C'est très concret, la colonisation, en fait. À quel point elle se traduit encore aujourd'hui dans des choses qui nous affectent très concrètement dans nos quotidiens. Ma mère s'appelait Marie-Paul Bufuku Musongela. Et Bufuku, ça veut dire la nuit en Kisongé. Et Bufuku, ce sera le titre du prochain spectacle. Va, ne retiens pas tes ailes, ma chérie. Mais tu en as de si belles, toi aussi. Ne cherche pas à comprendre, moi je sais depuis longtemps qu'un jour se défait le tendre, que l'amour change de camp. Mais tu t'es trompé de page, le tendre n'a pas changé. Il n'a pris qu'un peu de large, il a voulu voyager. Va, déplie bien tes ailes, ma chérie. Il faudrait que tu essayes toi aussi. Que sais-tu donc de mes ailes? De qui me les a coupées, qui a piégé l'hirondelle pour la mettre au poulailler. Moi la vie, tu veux me croire, je ne l'ai pas demandé. C'était ma plus belle histoire, ne va pas me l'abîmer. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée,
réalisé par Annabelle Brouard. Accompagnement éditorial, Sarah Binichou. Réseaux sociaux, Mérélie Milavé. Texte, Estelle Clément BLM. Illustration, Anna Vanda Gogussé. Je remercie tout particulièrement ma maman. Merci aussi à Colline Cardy et Christine Détré. Merci à Sonia Kronlund. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio et l'Instagram Charlotte Bien-Aimée. Et si l'envie vous en dit, vous pouvez prolonger l'écoute avec Un livre à soi ou le livre d'Adrienne Rich, Naître d'une femme, retraduit récemment aux éditions Hors d'atteinte sous le titre La maternité obligatoire, de l'expérience intime au poids de l'institution. Nous garderons nos ailes, ma chérie. Et nous garderons nos ailes, ma chérie. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe et enfantiste.